Salut à toi, futur bachelier NSI. Aujourd'hui, on attaque le sujet 2 de l'épreuve pratique du bac 2025. Deux exercices, 2 fois 10 points, 20 sur 20 à portée de main si tu gères bien. Je vais t'expliquer ligne par ligne les pièges à éviter et les astuces pour aller vite. C'est parti. Bon, commençons tranquillement avec l'exercice 1. L'objectif ici est de créer une fonction qui prend une liste de nombres et qui retourne la valeur maximale et son premier indice dans la liste. Le piège, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser la fonction max, ni index, ni une autre fonction magique qui ferait tout le boulot à notre place. Donc on y va à l'ancienne avec une petite boucle bien propre et voilà à quoi pourrait ressembler le code. Alors je vous explique ça ligne par ligne. Dans un premier temps, on initialise une variable maxval. C'est la valeur maximale qu'on connaît à ce stade, on part donc du premier élément. Ensuite, on initialise indice, c'est-à-dire l'indice de l'élément maximal. Ici, il est à 0 forcément puisqu'il n'en a pas encore parcouru la liste. Ensuite, on lance une boucle à partir de l'indice 1. Pourquoi pas 0 ? Parce que le 0, on l'a déjà utilisé pour initialiser nos variables, donc pas besoin de le tester deux fois. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à regarder si l'élément table crochet est plus grand que notre maxval actuel. Si c'est bien le cas, on a donc trouvé un nouveau maximum. On met à jour notre variable maxval et son indice. La boucle continue jusqu'au bout de la liste et à la fin, on retourne le tuple avec la valeur maximale et sa position. Si on fait ça avec un petit exemple très rapide, on prend notre variable table qui vaudrait le tableau avec 5, 2, 9, 1, 9. On veut donc que le résultat attendu soit max qui est égal à 9 et son premier indice, c'est donc le 2, car le 9 apparaît à l'indice 2 en premier. Ce type de questions, il faut absolument les maîtriser les yeux fermés, c'est vraiment des classiques, c'est propre, et en faisant ce que je vous ai donné, c'est 10 sur 10 assuré. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2, qui est un peu plus subtil mais bien plus intéressant. Le but ici est de vérifier si une liste représente un ordre valide de gènes. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? On dit qu'une liste est un ordre valide si elle contient tous les entiers de 1 à n exactement une fois. Donc pas de trous, pas de doublons et pas de nombres trop grands ou trop petits. Avec un exemple, qu'est-ce que ça donnerait ? Par exemple, la liste 1, 2, 3, 4 est OK. Par contre, la liste 1, 2, 4, 4 ne fonctionne pas car il y a un doublon. Ou la liste 0, 1, 2 ne fonctionne pas car commence par un 0. Ou encore, la liste 1, 2, 5 ne fonctionne pas car 5 est trop grand et ne devrait pas être là si la liste est de taille 3. Maintenant qu'on a compris ça, comment on le code ? Alors, je vais vous expliquer ça ligne par ligne. Donc, on commence par définir une variable n qui va valoir la longueur de notre tableau. On calcule la taille de la liste car un ordre valide doit contenir tous les éléments justement de 1 à n, sans exception. Ensuite, on définit une variable vue qui est, pour le moment, un tableau vide, qui va permettre de mémoriser ce que l'on a déjà vu. On va l'utiliser pour détecter les doublons. Ensuite, on fait une boucle, donc on va regarder tous les éléments qui sont dans notre tableau. X va prendre la valeur de tous les éléments dans notre tableau un par un. Ensuite, à l'intérieur de notre boucle, on va vérifier si x est inférieur à 1. Ça veut dire si le nombre est trop petit, ça veut dire que c'est faux. Si x est plus grand que n, ça veut dire que notre nombre va être trop grand, et ça veut dire que c'est faux également. Et on va regarder aussi si x est dans vue. Si on l'a déjà vu, ça veut dire qu'on est sur un doublon, donc c'est faux. Si on a une de ces conditions qui est vérifiée, on va retourner false. En effet, cela veut donc dire que notre liste n'est pas un ordre. Et bien sûr, si ce n'est pas un ordre, nous n'avons pas besoin de continuer de parcourir la liste. Par contre, si effectivement aucune des conditions du si est remplie, on va rajouter notre x à notre liste vue, ce qui va nous permettre de détecter potentiellement un futur doublon. Enfin, une fois que l'on est sorti de notre boucle, cela veut donc dire que tous les éléments sont normaux et on peut donc retourner vrai. On a bien un ordre valide. Allez, maintenant on passe à la fonction un peu plus technique, nombre point rupture. Le but cette fois, c'est de compter les ruptures dans une séquence de gènes. Mais tout d'abord, c'est quoi une rupture ici ? Alors, il y en a trois types. Si le premier gène n'est pas un 1, on a une rupture. Si le dernier gène n'est pas un n, rupture aussi. Puis pour finir, entre deux gènes consécutifs, si la différence n'est pas de 1 ou de -1, c'est aussi une rupture.
Pour résumer, on cherche un ordre qui ne saute pas de gène et qui commence et finit comme prévu. Alors je vous propose ici un code, on va essayer de le comprendre ligne par ligne. Alors tout d'abord, on fait une assertion, on va vérifier que la liste passée est bien un ordre valide. Si ce n'est pas le cas, le problème s'arrête directement avec une erreur. C'est une sécurité, une bonne habitude à prendre globalement. Ensuite, on initialise la variable n à la taille de l'ordre, car on va en avoir besoin pour comparer avec 1 et n. Pareil, on initialise une variable nb qui vaut 0. C'est le nombre de compteurs de rupture qu'on va incrémenter à chaque fois que l'on va en trouver une. Alors on va commencer par faire une vérification rapide avec notre si ordre crochet 0 différent de 1. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on vérifie là? Si le premier élément n'est pas à 1, alors on va commencer par incrémenter un point de rupture. Effectivement, c'est un des motifs de rupture. Alors maintenant, on fait une boucle jusqu'à l'avant-dernier élément. À chaque élément, on va regarder la différence entre deux gènes consécutifs. Si cette différence elle est de plus ou moins 1, ça veut dire qu'on a sauté un gène ou inversé l'ordre brutalement. Puisque cela fait partie des motifs de rupture, on va bien sûr incrémenter notre variable nb qui compte le nombre de ruptures de 1. Ainsi pour finir, il ne nous reste plus qu'à regarder si le dernier élément est bien égal à n comme prévu. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, c'est un motif de rupture, on ajoute 1 à notre nombre de ruptures. Il ne nous reste bien évidemment plus qu'à retourner notre nombre de ruptures et puis c'est tout bon. Alors si on se fait un petit exemple très rapide, si on teste ça sur la liste 2, 1, 4, 3, le premier élément tout d'abord est différent de 1, donc on va avoir une rupture. Ensuite, on va regarder la différence entre 1 et 4, qui vaut 3, qui est différente de 1 ou de moins 1, c'est encore une rupture. Ensuite, on vérifie notre dernier élément, qui vaut 3, qui est différent de 4, qui est la taille de la liste, encore une rupture. On obtient donc que le total de ruptures est égal à 3. Et voilà, on a terminé les deux premiers exercices du sujet 2 de NSI 2025. Si tu as tout suivi, tu as déjà empoché un bon paquet de points à l'épreuve pratique de NSI. Pour résumer ce que l'on a fait, on a vu comment trouver un maximum dans une liste sans utiliser de fonction magique, comment vérifier si une séquence est bien un ordre, et comment compter les ruptures dans une séquence de gènes comme un vrai bio. Si tu as appris un truc ou que tu as bien aimé le format, n'hésite pas à liker, ça m'aide à fond pour continuer cette série. Et surtout, abonne-toi, parce que je sors bientôt la vidéo numéro 3 pour le bac pratique de NSI. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour la suite, et bon code à toi!